Alors l'inquiétude est très très fondée. J'étais en Italie il y a quelques jours à Rome et je vais souvent à Milan pour mon travail et je suis étonné de la façon dont la France, l'Espagne, l'Union européenne, les pays européens traitent ce sujet de manière assez égoïste et ne prennent pas en considération les soucis, alors jadis des Grecs, il n'y a encore pas très longtemps, c'était eux qui subissaient le gros des flux, et aujourd'hui des Italiens. Les Italiens, pour vous donner un peu l'état de la situation, se sentent totalement submergés. Mais on ne peut même pas imaginer ce qui se passe en Italie aujourd'hui. Le sud de l'Italie, tout particulièrement la Sicile, pas uniquement Lampedusa, mais aussi Messine et même Palerme, sont des villes qu'on ne reconnaît plus. Moi, j'ai bien connu la Sicile, puisque je suis d'origine sicilienne. J'ai bien connu la Sicile il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Chaque année, on voit vraiment une évolution absolument impressionnante. Et on a même l'impression qu'on est en train d'assister à une évolution même socio-démographique du pays. Je pense que dans quelques années, la Sicile ne ressemblera plus à ce qu'elle a jamais été. Les Italiens sont persuadés qu'ils sont en train d'assister à un phénomène d'invasion. Ce n'est pas mon terme. Je sais que c'est un terme connoté et c'est pas un terme que j'emploie, mais il faut entendre ce que disent les personnes. Et alors on dit, bien sûr, ce sont des thèmes populistes, mais ce qui m'a frappé en Italie, même en dehors des partis populistes, notamment le centre droit ex-berlusconien, le mouvement Forza Italia, et pas les anciens de AN, mais je parle vraiment de Forza Italia, c'est vraiment le centre droit, aujourd'hui ont des propos qui m'ont paru outranciers. Moi-même, j'ai été étonné de la radicalité des propos de l'équivalent de mon parti en France, qui était le Républicain, l'UMP. Je n'aurais jamais assisté à des débats du même style dans un parti français équivalent. Donc pourquoi je vous dis tout ça au sein même de la droite classique, je dirais respectable, non extrémiste, on a aujourd'hui un ras-le-bol qui se traduit par une montée des visions radicales, extrémistes, complotistes, conspirationnistes. Les Italiens se sentent tellement abandonnés par le reste de l'Europe, par Bruxelles, se sentent tellement, à tort ou à raison, victimes d'un véritable plan de submersion démographique qu'aujourd'hui, ils se radicalisent. Et même le mouvement 5 étoiles, qui est connu, c'était l'ancien comique Beppe Grillo, même le mouvement 5 étoiles, aujourd'hui, se radicalise. En son sein, il y a une tendance à gauche, et il y a une tendance un peu complotiste, presque d'extrême droite. Il y a une radicalisation de tout le spectre politique de la société italienne autour de ces questions. Et l'extrême gauche, elle, se radicalise dans le sens opposé en disant, alors, plus les gens sont inquiets de l'immigration, plus les mouvements qu'on appelle radical chic en Italie, c'est-à-dire c'est la gauche bourgeoise immigrationniste, mais par libertarianisme, aussi bien que la gauche beaucoup plus marxiste, révolutionnaire, ils en rajoutent. Alors ils disent, il faut accueillir tout le monde, sans aucun contrôle, sans aucune limite. Les frontières sont un instrument de torture, disait le maire de Palerme récemment, Leo Luca Orlando, alors que son peuple se sent submergé. On constate un décalage total entre les élites politiques gouvernantes et le peuple qui se sent submergé. Donc moi, je prédis pour l'Italie une montée de l'euroscepticisme, de l'extrême droite, du populisme et du radicalisme en général. C'est un pays qui a connu la violence et je pense que la société n'a jamais été aussi divisée que depuis les années de plomb. Il va y avoir des mouvements peut-être même violents bientôt contre des personnes issues de l'immigration clandestine qui de plus en plus sont elles-mêmes violentes. Les cas de délinquance sont carrément exponentiels dans toute l'Italie, du sud au nord. J'ai même visité une ville dans le nord-est récemment où il y a la plus grande proportion d'immigrés clandestins, je dis bien clandestins, donc issus du rapatriement par les ONG de manière illégale de gens qu'on va chercher jusqu'aux frontières libyennes. Vous savez qu'il y a toute une nébuleuse d'ONG financée par notamment George Soros, mais pas uniquement, mais beaucoup, appuyée également par Médecins sans frontières, Save the Children, pas mal d'organisations comme ça, mais souvent financées par des milliardaires américains. Et la plupart de ces organisations sont allemandes, hollandaises, un peu françaises. Et elles prennent l'Italie comme en quelque sorte un laboratoire pour leur projet de submersion migratoire dans un contexte idéologique de gauche qui consiste à dire qu'il faut remplacer les populations. L'Europe, c'est le mal, l'Occident, c'est le mal, la civilisation chrétienne, elle est horrible. L'immigration incontrôlée, que nous allons rendre de plus en plus incontrôlable en essayant de faire évoluer les lois, c'est le plan de M. George Soros, c'est financer plein d'organisations qui ont pour but de faire des pressions, exercer des pressions pour que de plus
plus en plus, il soit presque impossible de contrôler les flux migratoires. Il y a un véritable plan idéologique qui est cohérent quand on est d'extrême gauche, c'est-à-dire un plan de destruction et de déstabilisation de l'Occident et de l'État-nation. L'État-nation, d'ailleurs, est présenté par toutes ces ONG. Je suis en train de faire un rapport dessus. Elles sont présentées comme toutes les États-nations sont présentés comme le mal absolu, comme ce qu'il faut combattre. La légalité est considérée comme illégitime. On retrouve une rhétorique de la désobéissance civile. Alors, ils reconnaissent que la légalité, c'est les frontières, c'est le fait qu'un immigré n'a pas tous les droits, mais ils disent qu'il faut annuler cette légalité qui est à la base de l'État-nation. Elle est attentatoire à notre postulat qui est ouverture totale des frontières et immigration sans limite, surtout en direction des pays européens qu'il faut submerger. Ils ne proposent pas de faire immigrer toutes ces masses majoritairement musulmanes vers le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas faux. Ils veulent essentiellement, parce qu'en fait, il y a véritablement un plan de destruction de la civilisation chrétienne européenne. L'idéal, ce serait que l'Europe ne soit pas uniquement multiculturelle, mais qu'on détruise son caractère chrétien européen. Donc là, aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre d'organisations avouent ouvertement lutter contre la légalité, contre la constitution même des États-nations, dans un but subversif, au sens étymologique du terme, qui consiste à retourner les États-nations contre eux-mêmes et à détruire leur identité. Alors, les gens étaient assez pacifiques. Le peuple italien parle beaucoup, il a des propos parfois très radicaux, alors que l'extrême gauche qualifie de raciste, etc. Mais dans les faits, l'italien n'est pas violent et il n'est pas raciste dans les faits. Il y a beaucoup d'emportement verbal, mais dans les faits, je dirais que les Italiens sont extrêmement patients et pacifiques. Par contre, les heurts qu'il y a eu à Rome cet été opposaient essentiellement des clandestins, il faut le reconnaître, qui se sentaient légitimes puisqu'ils étaient depuis 4 ans et demi logés dans des immeubles de compagnies privées. Ils étaient des squatteurs, mais avec l'appui de la mairie. La mairie avait toléré des squats tout à fait illégaux depuis plusieurs années. Ils avaient commencé à faire des enfants, à décorer les appartements. Donc ils n'ont pas compris que tout à coup, dans le cadre de la rénovation de la mairie qui est accusée d'avoir été très laxiste sur plein de domaines, et il y a aussi des histoires de corruption, la mairie voulait un petit peu remettre un peu de l'ordre et aussi les forces nationales. Et donc les autorités, la police a été envoyée pour déloger des gens qui étaient dans des immeubles normalement dans lesquels ils ne devraient pas être, mais que la mairie avait toléré. Donc c'est pour ça que les heurts ont été très violents, parce que les familles étaient, du jour au lendemain, on leur disait de partir. Donc encore une fois, la faute, c'était les dirigeants laxistes. Et c'est pareil pour les sauvetages en mer. La plupart des sauvetages en mer sur les côtes libyennes qui favorisent les passeurs, qui permet aux passeurs, trafiquants libyens et autres, de payer beaucoup moins cher leur voyage. En fait, aujourd'hui, ces ONG généreuses qui favorisent l'immigration clandestine, en leur donnant des cités entières à Rome ou ailleurs, ou en les sauvetant en mer, finalement, on fait le jeu des passeurs, dont le travail est facilité, puisque leur parcours migratoire, qu'ils leur vendent entre 3 000 et 10 000 euros, est beaucoup moins cher pour eux. Maintenant, ils ont des pneumatiques, ils envoient des clandestins dans des embarcations qui peuvent même pas faire le tiers du parcours, alors qu'avant, ils devaient payer des véritables bateaux en bois qui faisaient les 3/4 du parcours. Donc, enfin, c'est fantastique. Aujourd'hui, on peut même dire qu'il y a une alliance objective entre ces forces que j'appelle immigrationnistes, qui ont un but de destruction identitaire de l'Europe, et les milieux criminels, mafieux, qui font passer les clandestins en Méditerranée, qui sont eux-mêmes liés à d'autres phénomènes criminels, trafic d'organes, trafic d'enfants, trafic de prostitution, trafic d'armes et islamisme radical. Donc aujourd'hui, ces organisations pro-immigration qui ont des belles idées, et ça va jusqu'à Médecins sans frontières, qui adhèrent au même credo, et ils sont dans les mêmes réseaux, parce qu'ils sont très interdépendants, ils s'entraident entre eux, ils affrètent des bateaux ensemble. Ces organisations, bien que peut-être que certains de ces militants sont sincères, mais ces organisations aujourd'hui sont les alliés objectifs des islamistes radicaux, des passeurs, des trafiquants de drogue et des trafiquants d'êtres humains, parce que vous savez que beaucoup de passés sont utilisés dans des réseaux de prostitution et aussi pour dispatcher de la drogue. Donc il y a vraiment un risque sécuritaire terrible. Et aujourd'hui, nos hommes politiques sont en quelque sorte culpabilisés, ils sont inhibés. Ils n'osent pas aller contre tous ces lobbies qui ont quand même avec eux des gens très... Médecins sans frontières, ça a été écrit par Kouchner, qui oserait dire que Médecins sans frontières est une organisation criminelle, alors que de facto, elle aide un phénomène criminel. Mais personne n'ose prendre le phénomène par les cornes, attraper le taureau par les cornes.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants, il y a deux catégories de dirigeants ou d'hommes politiques. Il y a ceux qui adhèrent à ce projet de destruction de l'identité et de la souveraineté des pays européens. À la limite, ceux-là, on ne peut pas leur reprocher, ils font leur boulot, comme on dit, hein, de même que les islamistes qui veulent répandre la charia font leur travail. Le problème, c'est ceux qui ne sont pas vraiment d'accord, mais qui laissent faire par passivité, par culpabilisation ou parce qu'ils sont incapables de défier ce terrorisme intellectuel et ils se couchent devant le terrorisme intellectuel. Les premiers, vous ne pouvez pas beaucoup agir dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est empêcher leur financement. Or, aujourd'hui, je me suis rendu compte que la plupart de ces ONG qui affrètent illégalement des bateaux, qui refusent l'inspection des marins, qui refusent l'inspection des douanes, des gens qui sont complices des passeurs, ils communiquent avec les passeurs criminels, ils échangent des informations avec des radars très sophistiqués, ils court-circuitent le travail légal des forces de l'ordre, ils sont totalement en infraction de la loi. Eh bien, ces organisations que j'ai citées tout à l'heure, hein, Save the Children, MSF, il y a aussi Carta di Rome, il y a plein d'organisations, mais la plupart sont allemandes, bizarrement allemandes. Il y a aussi quelques organisations maltaises comme le MOAS, avec des anciens militaires maltais qui jadis persécutaient les immigrés clandestins en mer, aujourd'hui, ils les aident à arriver en Italie. Vous voyez, il y a aussi le cynisme des États. Il y a des pays qui sont heureux de voir l'Italie devenir une sorte de réceptacle de tous les clandestins de Méditerranée pour pas qu'ils aillent chez eux. Donc un égoïsme en plus intra-européen qui est fou, mais l'Union européenne fait partie des entités qui subventionnent ces organisations. Donc l'Union européenne et nos dirigeants sont schizophrènes. D'un côté, l'agence Frontex, qui est l'agence de protection des frontières, dénonce cette illégalité, cette action subversive de ces organisations. Récemment, on a proposé un code de conduite qui a été préparé par l'État italien avec l'accord de Frontex et sur demande d'ailleurs de directeur de Frontex, Leggeri, et sur demande du procureur de Palerme, de Catagne. Ce code de conduite a été refusé par la plupart des organisations, des ONG qui affrètent en mer des bateaux pour secourir les passeurs. Et pourtant, alors qu'elle refuse la loi en place, elle refuse le nouveau code de conduite proposé par un État souverain, qui a quand même le droit de dire qui vient chez lui sur ses eaux territoriales et dans ses ports, eh bien ces organisations continuent d'être financées par le gouvernement français, par des mairies, par des conseils généraux, des conseils régionaux, par l'Union européenne. Et l'Union européenne donc finance des organisations qui luttent contre Frontex. C'est extraordinaire. Donc voilà, la passivité de nos dirigeants est assez sidérante. Et donc c'est pour ça, moi, j'en veux beaucoup plus aux dirigeants complices objectivement, mais qui n'adhèrent pas au projet, que ceux qui adhèrent au projet de destruction de la souveraineté. J'ai regardé aussi les textes de toutes les organisations financées par George Soros. Et Open Society elle-même, l'organisation pilote de George Soros, il est écrit ouvertement qu'il faut supprimer toute frontière entre les hommes, que l'immigration doit être totale. Donc le projet est cohérent de ce côté-là. Par contre, les dirigeants qui sont quand même encore un peu attachés à la légalité et à la souveraineté plient, se couchent devant le terrorisme intellectuel de ces organisations, qui sont quand même très douées au niveau rhétorique. Hein. Ils viennent souvent de la gauche et de l'extrême gauche. Et le processus de culpabilisation du défenseur de l'État-nation marche très 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 bien, à part des gens comme Marceau, que vous avez interrogé récemment, ou jadis Pasqua ou Villiers, peu d'hommes qui ont été aux affaires aujourd'hui osent critiquer cet état de fait qui aujourd'hui est en train de remettre en question l'idée même d'état de droit, la légalité même de l'état de droit. Et quand il n'y a pas d'état de droit, peut-on parler encore de démocratie ? Les gens ne sont pas trop au courant. C'est vrai que ce qui a le plus surpris en Italie ces derniers mois, c'est quand le procureur de Catagne a décidé pour la première fois de rendre illégales certaines activités des bateaux affrétés par ces ONG très sympathiques, je répète, Médecins sans frontières, Save the Children, etc., Open Society. Il y a eu un véritable tollé. Ces organisations n'étaient même plus habituées à ce qu'un juge, un homme d'État, rappelle qu'elles sont en train d'enfreindre la loi. Donc il y a une prise de conscience, parce que ce juge se rend compte aussi que ceux qui favorisent les passeurs, ils favorisent des gens aussi, alors il y a des gens honnêtes, hein, qui juste fuient la misère, mais il y a aussi des vendeurs de drogue, des vendeurs de cigarettes clandestines, des proxénètes, et aussi des radicaux islamistes. Donc aujourd'hui, il y a une petite prise de conscience, mais on compte sur les doigts de la main les juges aujourd'hui qui vont jusqu'au bout de la logique, parce qu'aujourd'hui, l'état de droit et l'ensemble des règles
qui sont dans les pays européens aujourd'hui en vigueur, normalement permettent de condamner la plupart de ces organisations lorsqu'elles refusent, par exemple, que les policiers viennent inspecter leurs bateaux, que les douanes les contrôlent, lorsqu'elles refusent d'obtempérer, on les interdit d'aller chercher les clandestins jusqu'aux côtes libyennes, elles le font quand même. On leur interdit de collaborer avec des passeurs criminels, elles le font quand même. Il y a au moins 5 ou 6 griefs, 5 ou 6 chefs d'inculpation que l'on pourrait invoquer aujourd'hui pour faire des procès, intenter des procès à ces organisations. Et ce n'est pas fait. D'ailleurs, récemment, M. Cantabrone, le directeur de MSF Italie, se vantait de toute... Il sortait de la réunion avec le ministère de l'Intérieur et il venait de dire « Je ne signerai pas la charte du fameux code de conduite, 11 règles qui avaient été édictées. Je ne la signerai pas. De toute façon, on ne risque rien. Ils n'ont pas prévu de sanctions efficaces. » Ça veut dire qu'on demande aux organisations de se plier aux lois, de signer un code de conduite, sinon elle serait considérée illégale, mais aucune sanction n'est prévue. Imaginez, vous qui avez fait du droit, hein, qu'est-ce que le droit sans la force de la loi, hein, sans l'autorité qui peut obliger, sans la coercition, qu'est-ce que le droit? Alors on demande aux gens, s'ils veulent bien, d'obtempérer et de respecter la légalité. Voilà, on en est là aujourd'hui. Madame Merkel avait justifié cette immigration par deux phénomènes ou deux argumentations. Premièrement, nous ne sommes plus le nazisme, nous ne sommes plus une Allemagne raciste et fermée sur elle-même. C'est notre honneur de faire cela, d'accueillir des mouvements de réfugiés, même s'ils sont massifs, même s'ils viennent de civilisations plus problématiques, hein, civilisations musulmanes, malgré même les viols collectifs de Cologne dont on a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, Merkel avait demandé à ce qu'on ne mette pas trop en avant les cas de plus en plus nombreux de viols publics de jeunes femmes allemandes assez libérées par des personnes issues de cette civilisation islamique, parce que ça risquerait de favoriser le racisme. Or, ce qui compte le plus pour un Allemand, et c'est très sincère de leur part, hein, aujourd'hui, c'est prouver qu'on n'est plus comme avant. Prouver que l'Allemagne n'est plus nazie. Donc pour prouver qu'on n'est plus un pays nazi, on accepte une sorte de submersion migratoire et civilisationnelle incontrôlée, quand bien même les nouveaux venus adhèrent à des valeurs de plus en plus islamistes, qui pourtant sont assez proches de celles du nazisme. Ça, le grand paradoxe de cette démarche de beaucoup d'Allemands, vous savez qu'un ancien ministre allemand a même déclaré la meilleure façon de prouver que nous ne sommes plus des racistes comme à l'époque du nazisme, c'est de changer de population, de nous métisser, et lorsqu'on ne sera plus des Allemands ethniques, ce sera la preuve. Et ce sera la garantie qu'on ne redeviendra pas le Troisième Reich. C'est extraordinaire. Donc ce n'est même pas une psychanalyse collective que je fais comme ça de bistrot, c'est un aveu de plusieurs dirigeants. La deuxième raison, c'est que l'Allemagne est un pays mercantiliste, comme la Chine, à la différence de la France qui produit pas grand-chose, à part quelques grands fleurons, elle produit tous azimuts, l'Allemagne. Donc elle a besoin d'une force de travail. Mais même cet argument est contesté, puisque ceux qui viennent ne sont pas tous qualifiés techniquement pour être efficaces dans des usines allemandes. Donc ce serait relatif. Le deuxième argument aurait un peu plus de poids qu'en France, parce qu'en Allemagne, il y a un peu plus de besoin de main-d'œuvre, étant donné la démographie catastrophique de l'Allemagne, qui est encore pire que celle de la France, et elle égale celle de la Grèce et celle de l'Italie. C'est les trois pays qui ont la démographie la plus catastrophique. Ces pays, aujourd'hui, sont menacés dans leur existence par leur politique démographique. Alors, quand on a un problème démographique, soit on fait comme M. Poutine, ou comme d'autres pays, jadis la Suède ou l'Australie, mais soit on incite à la natalité par des discours ou par des aides financières, comme le fait Poutine avec à peu près 6 000 euros alloués par chaque femme qui a un deuxième enfant, soit on ne veut pas faire de politique familiale parce que ça rappelle le fascisme. Vous savez que Mussolini avait fait la bataille de la famille, il disait qu'il fallait procréer, d'ailleurs Hitler aussi, il est totalitaire en général. Donc puisque ça fait totalitaire, voire facho-nazi, que de prôner une politique familiale et la natalité, eh bien, puisqu'on n'a pas cette première solution, la deuxième solution, c'est importer des main-d'œuvre pour que notre pays ne soit pas un pays de vieillards.
Et là, c'est relativement logique. Si les peuples européens ne veulent pas du tout favoriser la natalité et vivre tout court, s'ils ne veulent pas se reproduire et vivre, effectivement, à un moment, il y aura un besoin de main-d'œuvre. Même si aujourd'hui, il y a un peu trop d'immigrés par rapport à la demande réelle. C'est pas, tous ceux qui arrivent ne sont pas tous traduisibles en emploi. Donc c'est vrai que l'argument de Merkel n'est pas toujours valable. C'est ce que me disait un intellectuel allemand récemment. Il me disait, c'est même pas ceux dont on a besoin qui viennent en ce moment. On a beaucoup d'allocataires ou de gens qui viennent un peu profiter de tous les avantages en Europe, mais il y a aussi des gens qui travaillent, mais il n'y a pas que ça. Donc l'immigration, pour conclure, elle n'est pas ni bonne, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est bonne lorsqu'elle est choisie, qu'elle correspond aux intérêts économiques, mais pas seulement, mais aussi lorsqu'elle est compatible avec les mœurs et les coutumes et la civilisation d'accueil, ou en tout cas lorsqu'elle va se conformer, ce qu'ont fait les Asiatiques. Ils étaient aussi différents de nous que sont les arabo-musulmans, mais à l'époque, il avait une volonté de s'intégrer, de s'adapter et de ne pas faire de vagues et de ne pas contester les valeurs ambiantes. Mais aujourd'hui, cette immigration, elle menace à la fois l'économie, puisqu'on n'a pas de quoi nourrir tout le monde et donner du logement à tout le monde, et elle menace ce qui nous fonde identitairement et au niveau des valeurs. Les valeurs, c'est pas que les droits de l'homme, c'est aussi une civilisation judéo-chrétienne qui a une histoire. Et ça, ces thèmes-là, aujourd'hui, pour répondre à la première partie de votre question, on ne peut plus les aborder. Aujourd'hui, ces questions sont monopolisées par l'extrême droite ou les soi-disant populistes ou réels populistes. Donc, du coup, si Hitler aimait le vin rouge, vous êtes sommé de détester le vin rouge. Si Hitler aimait le soleil, vous devez aimer la pluie. C'est complètement absurde, mais on en est là. Aujourd'hui, la seule obsession d'un dirigeant européen, c'est d'être certain que dans ses discours et ses choix, il ne va pas être allumé au Guignol de l'info ou au journal de 20 heures ou sur Internet par les sites d'extrême gauche qui risquent de le traiter de nazi, de fasciste. Son obsession est plus de ne pas subir l'opprobre de la qualification de fasciste que de servir l'intérêt national. Et ça, c'est grave. Aujourd'hui, on a une classe politique qui est prête à tout pour ne pas subir ce genre de critiques, et donc qui va démissionner. Par exemple, beaucoup d'organisations d'extrême gauche radicale qui contestent ouvertement et officiellement les valeurs en place et les règles et les lois en place, qui appellent à la désobéissance de la loi, qui vont parfois même agresser violemment des forces de police ou des édifices. Moi, je me rappelle à Marseille, un jour, le conseil régional brûlé. Un syndicat venait de mettre le feu à l'entrée du conseil régional avec des pneus. Il n'y a pas eu de suite judiciaire. Donc en fait, l'état de droit en fait trahit ses propres valeurs depuis des décennies. C'est un peu comme Rome. Je vous disais, les gens étaient, je les comprends au niveau individuel. Quand vous êtes depuis 5 ans quelque part, on vous dit rien. Le jour où on vous déloge, vous trouvez ça injuste. Et bien c'est pareil pour tous ceux qui attaquent nos lois et nos édifices et nos forces publiques et nos forces de l'ordre. Ça fait des années qu'on est impuni quand on est une organisation d'extrême gauche financée par l'État, qui a pignon sur rue, quand on est un syndicat ou un journal d'extrême gauche, ou même quand on est un mouvement trotskiste et qu'on a comme porte-parole M. Edwy Plenel, le bien-pensant, on n'est pas habitué à être puni lorsqu'on fait quelque chose de mal. Tandis que de l'autre côté, dans le bord opposé, là, on sera puni, et tant mieux. Donc la loi est appliquée que contre ceux qu'il est de bon ton de combattre. Mais ceux qu'il est de mauvais ton de combattre, ils vont bénéficier d'une impunité. Donc ça va être très difficile, parce qu'il va falloir revenir en arrière. Si c'était difficile de renvoyer des gens après 5 ans d'habitude, imaginez comment ça va être difficile de ne plus financer les organisations subversives, parce qu'elles sont habituées à l'être depuis, en gros, les années 50. Il faut savoir que le Premier ministre, le cabinet du Premier ministre, finance plein d'organisations totalement opposées aux lois en place. C'est ça qui est fou, la démocratie finance ceux qui sont contre l'état de droit. Or moi je répète très souvent, et je me réfère à Karl Popper, auquel se réfère aussi M. Soros, sauf qu'il l'a un peu trahi. Karl Popper, il dit que l'ouverture, c'est pas l'ouverture à n'importe qui, et n'importe quoi, et n'importe comment. L'ouverture, c'est respecter les règles des sociétés ouvertes. Et Karl Popper dit, il faut être très ferme. Il dit même qu'on a le droit d'utiliser la violence physique lorsque un ennemi de l'ouverture pénètre les sociétés ouvertes pour le détruire de l'intérieur. En fait, Popper, ce qui est souvent cité par Soros, qui a repris le nom de son livre, comme vous le savez, Open Society, ça vient du livre de Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis. Il a oublié la deuxième partie, monsieur Soros. C'est la société ouverte, mais il oublie qu'elle peut avoir des ennemis.
Aujourd'hui, la société ouverte a des ennemis, elle en a toujours eu, comme toute société d'ailleurs, ouverte ou pas. Et donc, il faut avoir la deuxième partie du livre en présence. Les ennemis de l'ouverture sont en train de pénétrer de manière massive les sociétés ouvertes, intellectuellement, physiquement, religieusement, psychologiquement. Et les sociétés ouvertes aujourd'hui qui perdent leur temps et leur énergie à bombarder des pays qui leur ont rien fait, depuis la Serbie, l'Irak ou la Libye, elles feraient mieux d'investir leur énergie sécuritaire ou leurs forces de l'ordre déjà à faire en sorte que chez nous, il y ait un vivre ensemble et faire en sorte d'intégrer ces immigrés. Parce que, je répète, l'immigration n'est pas mauvaise en soi. Elle est mauvaise lorsqu'elle ne correspond plus à nos intérêts, à nos valeurs. Mais on pourrait faire en sorte qu'elle le soit si on avait une véritable politique d'intégration fondée sur le patriotisme. Moi, je me rappelle l'Argentine, j'étais frappé en Argentine, même les Arabes argentins sont aussi argentins que les Argentins latins, voire plus. Carlos Menem a été président de l'Argentine, il est même devenu catholique, c'était un Syrien d'origine syrienne 100%. En Amérique latine, j'ai été frappé par la capacité, et même au Brésil, d'intégrer qui que ce soit. Les Juifs, les Arméniens, les Arabes, ne parlons pas aussi des autochtones ou des anciens esclaves noirs, tout le monde est patriote. Vous avez des pays en Amérique latine ou même en Amérique du Nord où il est inconcevable de ne pas être patriote. L'Europe, elle croit qu'elle va intégrer des masses qui ne sont pas très compatibles déjà. Elle croit qu'elle va pouvoir les intégrer en leur disant « Nous sommes méchants, vous êtes gentils, nous sommes des bourreaux, vous êtes des victimes, et on comprend que vous nous détestiez. » Si j'étais moi-même un fils d'immigrés extra-européens et qu'on me délivre ce discours depuis mon enfance, je détesterais mon pays d'origine parce qu'on m'a appris à le détester. Donc ça, je pense que le problème de fond, il est philosophique. C'est ce que j'ai expliqué dans mes deux derniers livres, Le complexe occidental et les vrais ennemis de l'Occident. Moi, je fais partie des géopolitologues qui croient beaucoup à la psychologie, au mental et aux mots. Tout n'est pas que des fleuves, des rivières, de l'énergie, de l'argent. Beaucoup de géopolitologues aujourd'hui à la mode disent que tout s'explique pas uniquement par la matière. C'est pas vrai. L'histoire, elle est forgée en grande partie par le verbe. Ceux qui ont le verbe, qui dominent le verbe, dominent votre cerveau. Le cerveau est formé, enfin, notre vision du monde, nos représentations, comme on dit en psychologie ou en géopolitique, nos représentations sont forgées par des mots. Donc les maîtres du jeu, c'est ceux qui ont les mots-clés. Et on le voit bien chez Orwell, qui l'a très très bien démontré, hein, de même que chez toutes les organisations d'extrême gauche qui ont souvent des intellectuels linguistes comme Noam Chomsky ou Umberto Eco en Italie, et très très brillants. Et ils maîtrisent le verbe. Aujourd'hui, les organisations dont je parlais tout à l'heure, c'est toutes ces ONG, mais y compris MSF, mais aussi la Carta di Roma, c'est une structure qui a été faite en Italie pour justement imposer une nouvelle axiologie, une nouvelle syntaxe et une nouvelle appellation. Ils appellent ça un langage politiquement correct sur l'immigration. Alors on n'a plus le droit de parler d'immigration clandestine, c'est un délit pour eux. Ils aimeraient faire que des lois, d'ailleurs certains députés l'ont proposé, que l'on interdise l'idée même de parler d'immigration clandestine. Un immigré par essence ne pourrait plus être un clandestin ou un illégal. Donc on ne parle plus d'illégal. Bannir toute référence à la nationalité d'un délinquant. Un délinquant a tué une vieille femme. On ne pourrait plus dire un délinquant d'origine étrangère. La surpopulation carcérale figure parmi les points les plus importants par ces organisations qui sont toutes financées par George Soros. La plupart, notamment tous ces Save the Children, Open Society, bien entendu, et la Charte de Rome, la Carta di Rome. Le but donc est d'imposer un lexique politiquement correct, cosmopolitiquement correct, si vous préférez, qui empêche de désigner les choses telles qu'elles sont, parce que la peur, c'est ce que dit d'ailleurs Soros dans une récente interview, il dit « J'ai très peur de l'Italie, parce que c'est un pays qui est généreux dans les faits, les gens sont chrétiens, plutôt sympathiques et humains, ils vont pas faire des razzias, heureusement, mais ils ont un verbe libre. » En Italie, je le répète, hein, les gens sont moins violents qu'en Europe de l'Est ou en Russie, mais par contre, le verbe est très libre. Et l'idée de ces organisations, c'est que si le verbe est libre, un jour, il risque de nommer les choses telles qu'elles sont, et il y aura une réaction régalienne, un retour à l'application de la loi. Or, Open Society écrit clairement dans de nombreux textes que c'est la loi le problème. La loi doit être changée de sorte qu'on ne puisse même plus freiner les flux migratoires. Donc on a véritablement des gens qui, effectivement, comme vous le dites, concrètement enfreignent la loi, violent la loi par leurs bateaux illégaux qui transportent des clandestins en aidant des passeurs à partir des eaux libyennes. Il faut savoir en plus que même les Libyens islamistes qui contrôlent les côtes libyennes, même eux dénoncent ces organisations. Ils les trouvent trop immigrationnistes. Ça veut dire que c'est même pas pour faire plaisir à des pays d'origine, c'est que même le pays d'origine est contre.
Donc ce sont des gens qui sont contre la loi des deux pays, des deux rives. Ils sont totalement hors loi. Et là, c'est, à mon avis, la véritable bataille intellectuelle qu'aurait dû livrer la droite. Nous avions voulu le faire avec Rachid Kassi et la droite libre il y a des années, lorsque des députés de la droite libre étaient membres de l'UMP et élus au Parlement français, enfin à l'Assemblée nationale. Nous avions suscité des lois pour justement ne plus financer un certain nombre d'organisations subversives qui sont en flagrant délit de refus de la loi existante. Il n'est pas normal que les deniers publics financent des lois, financent des organisations qui appellent à désobéir aux lois et même parfois à pratiquer une violence au nom de la désobéissance civile. On n'a jamais été suivi. Et moi, je pense que la vraie raison pour laquelle la droite a perdu le débat, c'est parce qu'elle ne fait pas ce genre de combat. La droite croit que ce qui compte, c'est baisser les impôts pour les milliardaires, sinon ils vont tous partir à l'étranger, très très bien. Mais Sarkozy a beaucoup compté sur les grands groupes, les grands comptes, mais les petites et moyennes entreprises, c'est pas très important. Et en fait, mon propre parti, je reconnais, n'a pas livré le vrai combat. Le combat est métapolitique. Il faut faire un combat politique et législatif. Mais comment voulez-vous adopter des lois qui sont conformes à nos valeurs et même à notre constitution, qui permettent de défendre notre État, notre civilisation, notre État de droit, si ceux qui nous diabolisent lorsqu'on le fait ont pignon sur rue et sont financés et ont un accès aux médias et bénéficient de la légitimité d'organisations financées par les entités publiques. Donc le véritable combat, il consisterait à délégitimer ceux qui nous délégitiment. Ceux qui ont réussi à faire en sorte que la légalité est illégitime, vous connaissez ce vieux débat entre légalité et légitimité, ceux qui ont réussi à rendre hors la loi, à délégitimer le légal, ceux-là doivent être aussi délégitimés. Mais ce combat n'est pas fait. La droite, c'est ce que me disait un jour M. Aznar, l'ancien président du Conseil espagnol, il me disait, la droite française, moi je l'aime bien, je connais bien Sarkozy, c'est un copain, etc., mais je suis toujours frappé de voir que cette droite française, elle ne rêve que d'être bien vue par les philosophes de gauche et d'extrême gauche. Vos politiques de l'UMP, ils adorent être reconnus par un ancien Mao, un ancien trotskiste, ou carrément un trotskiste tout court, et être reçus dans son organisation, être dans les colonnes du monde diplomatique ou du monde. Il rêve de cela, il est très fier lorsqu'il exhibe un philosophe de gauche ou un ancien philosophe d'extrême gauche. C'est extraordinaire. Et ça, c'est unique dans les droites européennes. Hein. C'est surtout en France que l'on voit ça. C'est encore pire qu'en Italie. Donc la France, pays de la Révolution française, qui est un phénomène quand même très philosophiquement à gauche, c'est assez logique qu'elle a du mal à combattre la gauche sur le terrain philosophique, puisque le terrain philosophique de la gauche, selon la gauche en tout cas, il est inclus dans les valeurs mêmes universelles de la Révolution française. C'est pour ça que le vrai patriotisme français consiste à dire que la France n'est pas née en 1789. Ce n'est pas du royalisme. C'est que la France, elle n'a pas que des valeurs. Elles sont belles, les valeurs républicaines. Je suis le premier à les défendre. Mais pas les valeurs de la terreur, les valeurs de Lafayette, d'accord, pas les valeurs de la terreur. Et de toute façon, elles ne sont pas nées là. Il y a aussi des valeurs judéo-chrétiennes de l'époque où la France était un pays régi par des valeurs catholiques. On ne peut pas effacer ça d'un trait. Et aujourd'hui, les opposants à ceux qui veulent empêcher de contrôler les flux migratoires, leur but, je le répète, c'est ça, c'est de détruire pas uniquement l'État légal, c'est de détruire le caractère occidental chrétien de l'Europe. Ils ne sont pas pro-musulmans. Open Society finance aussi les Femen. Ils adorent blasphémer. Ils ne sont pas pro-musulmans, c'est très différent. Mais ils voient l'islamisme ou l'islamisation de l'Europe et le multiculturalisme comme une simple arme pour détruire la civilisation judéo-chrétienne. Ils ne sont pas pour les musulmans, contrairement à ce qu'a dit Edwy Plenel dans son livre « Pour les musulmans ». Ils sont contre la chrétienté. Et bien sûr, ils ne vont pas le dire franchement, donc ils font croire qu'ils masquent leur dessein anti-chrétien et anti-occidental, parce qu'ils sont foncièrement adhérents d'idéologies anti-occidentales, et ce n'est pas une accusation, l'extrême gauche est anti-occidentale, objectivement. Ils le masquent par une soi-disant xénophilie. Mais ils ne sont pas xénophiles. Celui qui aime l'autre, il veut le faire grandir. Le véritable antiracisme aujourd'hui, c'est aider les musulmans à échapper à la charia. Le véritable antiracisme, c'est intégrer dans les banlieues en disant que l'universalité de nos valeurs, elle est valable pour tous, pas uniquement pour nous. Et aujourd'hui, le vrai racisme, c'est de dire aux islamistes de rester tels qu'ils sont et de confier nos immigrés musulmans aux islamistes, aux barbus, frères musulmans et compagnie, qui sont d'ailleurs les alliés de l'extrême gauche. Il faut savoir que Plenel maintenant fait plein de conférences avec Ramadan et depuis très longtemps déjà, on a vu même le MRAP et d'autres organisations antiracistes fricoter avec les frères musulmans. C'est quelque chose de... On a même vu Besancenot secourir les salafistes porteurs de burkini dans son université d'été. Tout le monde s'est baigné habillé en solidarité avec le burkini. Donc on voit bien que cette extrême gauche, sa haine anti-chrétienne et anti-occidentale la rend folle, parce qu'elle devient l'allié de son pire ennemi. Si vous êtes quelqu'un de gauche cohérent,
vous ne pouvez pas être pro-islamiste. Mais c'est une alliance vraiment d'opposition et non pas une alliance d'adhésion. Oui, j'ai observé la même chose que vous. Quand on compare les églises orthodoxes, pas uniquement en Russie, mais aussi en Grèce, à Chypre, en Serbie, en Bulgarie, ce qui m'a frappé, moi qui ai beaucoup voyagé dans des pays de l'Est, qui m'a frappé, ou même dans les pays helléniques, Grèce et Chypre, ce qui m'a frappé, c'est le côté identitaire, mais pas au sens radical du terme, au sens tout à fait sympathique, hein, pas du tout violent. Vous allez à Chypre, un chypriote, il est orthodoxe, même s'il ne va pas à la messe, parce que c'est son identité. Il ne vous dit pas je suis orthodoxe parce que je crois, je suis orthodoxe parce que mes parents sont orthodoxes. L'orthodoxie, elle n'est pas uniquement une réalité fidéiste qui consiste à croire et à être certain qu'on va être sauvé par le Christ. Et là, on est élu, on est considéré comme chrétien, un peu comme un prêtre catholique qui vous dit si tu n'es pas certain que le Christ te sauve, tu n'es pas vraiment catholique. Un orthodoxe ne dira jamais ça. Il vous dira, tu devrais penser que le Christ va te sauver, mais tu es orthodoxe, pas uniquement par la foi, mais aussi par l'identité. Les philosophes qui ont influencé notre mentalité, notre nation a été bâtie aussi par des gens qui étaient orthodoxes, donc tu es orthodoxe. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour un catholique de justifier un combat national. Je ne dis pas nationaliste, je dis bien exprès national, je dirais qui correspond à la légalité, puisque nous sommes encore dans des nations avec des prérogatives pour les nationaux qui ne sont pas celles des non-nationaux. Mais aujourd'hui, quand les cosmopolitiquement corrects discrédite et diabolise l'idée même de faire une différence entre le national et non national, il est très difficile pour un catholique de s'inscrire en faux, parce que les catholiques sont de moins en moins bien formés. Jadis, les formateurs, les prêtres, et pas les intégristes, hein, les prêtres tout à fait normaux, qui étaient pour le Vatican, qui étaient tout à fait légalistes, les prêtres vous disaient que l'universalisme spirituel est une chose, ça n'implique pas un cosmopolitisme temporel. Être universel d'un point de vue spirituel ne veut pas dire qu'on abolit les nations et les identités. Ça, c'est la tour de Babel. C'est en fait une mauvaise compréhension de la base même du catholicisme que de croire que, puisqu'on est catholique, universel en grec, ça veut dire qu'on doit être universaliste, cosmopolite, internationaliste et hostile aux frontières. C'est tout à fait faux et c'est une hérésie très récente. Je dis bien une hérésie parce que ça aurait fait sortir de ses gonds saint Thomas d'Aquin, de même que le dernier discours du pape sur le fait que l'accueil de l'immigré est plus important que les considérations sécuritaire, donc le bien de l'individu est supérieur au bien de la collectivité. On lit exactement l'inverse dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui dit que quand le tout subit la nuisance de la partie, c'est la partie qui doit être éliminée au profit du tout. Donc là, on a une mauvaise formation des catholiques et quand on est mal formé, c'est plus facile de développer, d'instrumentaliser. Et c'est pour ça, moi, je dis que les religions nous influencent même quand on n'y croit plus. Surtout quand on n'y croit plus, parce qu'aujourd'hui, un Français moyen se dit non catholique, parfois même anti-catholique. Mais quoi de plus chrétien que sa propension à tendre la joue gauche, à aimer son ennemi, à accepter l'absence de réciprocité avec le monde musulman, par exemple. Mais c'est un christianisme inversé, un christianisme détourné de son fondement, mais ça vient quand même d'un christianisme. C'est pour ça que mieux vaut à la limite ne pas être du tout chrétien que d'être un chrétien mal formé qui va garder de chrétien qu'une forme de christiano-masochisme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont gardé du christianisme, ils n'ont même plus vraiment une foi extrêmement zélée, ils ne veulent même plus convertir qui que ce soit. Ils ne gardent du christianisme que, je me rappelle d'un jour, un moine qui était en Afrique du Nord me disait « Ma seule mission, c'est le témoignage, surtout pas de convertir ». Le nouveau chrétien, quand il va dans un pays, il veut bien être martyr, mais pas pour convertir quelqu'un. Martyr juste c'est presque pour le fun d'être martyr, parce qu'on ne va même pas être martyrisé parce qu'on a annoncé le Christ. On n'a surtout pas annoncé le Christ. Aujourd'hui, l'Église catholique, elle donne des ordres dans les pays du Maghreb à ne surtout jamais répondre à quelqu'un qui demande le baptême. Parce qu'on risque de se mettre en porte-à-faux avec les autorités locales. Par contre, les protestants évangéliques, eux, convertissent partout, pas contre les musulmans, mais partout, où qu'ils soient dans le monde, rien, parce qu'ils estiment qu'ils doivent convertir. Donc il y a un christianisme catholique qui, de plus en plus, n'est plus vraiment une religion verticale, c'est devenu une religion horizontale. C'est un humanitarisme plat, avec vaguement une référence à Dieu, mais qui n'a plus grand-chose de véritablement missionnaire, avec, en tout cas, il y a suffisamment de doutes
pour que l'ordre général consiste à dire n'allez pas trop convertir les autres, puisqu'on n'est même pas sûr d'avoir la vérité. Cette Église-là, je ne dis pas qu'il faut être fanatique et convertir tout le monde, et moi je n'aime pas ceux qui pensent avoir raison contre tout le monde, mais cette Église-là, elle est assez peu cohérente. Donc il lui reste quoi? Un témoignage, un immigrationnisme, une application de l'Évangile au détriment de l'Ancien Testament qui est beaucoup plus national. Hein. Là aussi, c'est une hérésie parce que d'ailleurs ça porte un nom, l'hérésie qui consiste à refuser l'Ancien Testament au profit uniquement du Nouveau. Et ça, c'est depuis quelques décennies. Le christianisme néo-testamentaire à la mode consiste à être horizontal, humanitariste, pratiquement communiste, sauf qu'il y a Dieu en plus. Mais d'ailleurs, on les retrouve dans ces organisations dont je vous ai parlé. Il y en a une qui est catholique et qui est gérée par un prêtre italien qui est fanatiquement immigrationniste. Et je pense qu'il est encore plus fanatique dans sa démarche que certaines organisations comme MSF. MSF est plus mesuré que les adeptes de la théologie de la libération. Voilà, l'Église a été elle-même frappée par ce mal-être de l'autodestruction, cette volonté de se faire pardonner le passé des croisades en étant islamophiles. Le pape lui-même a dit qu'il fallait ne pas du tout faire obstacle à cette islamisation partielle de l'Occident, qui était un bienfait. Donc on a un pape étrange qui parfois dit quelque chose, le lendemain il dit le contraire. Pour les caricatures de Charlie Hebdo, là ce jour-là il a voulu plaire plus aux islamistes qu'aux laïcs. Il a dit que si on insultait sa mère, c'était normal de répondre avec un coup de poing. Sous-entendu, on a insulté l'islam, c'est logique qu'il y ait une réaction violente. Parfois, on est déconcerté par les propos à l'emporte-pièce de ce pape sympathique, rigolo, mais qui n'a pas l'air toujours de mesurer ses propos. C'est pour ça que parfois il rétropédale. Quand il est revenu de Suède, il a dit l'inverse de ce qu'il avait dit sur l'immigrationnisme. Il a dit que non, on avait quand même le droit de contrôler les frontières si on n'était pas capable de donner à manger à tout le monde. Puis après, il est encore revenu sur ce sur quoi il était revenu. Tout ça est très désordre. Quand vous allez dans un pays orthodoxe, il y a peut-être aussi des imperfections dans l'Église orthodoxe, bien entendu, mais c'est une Église qui n'est pas en bisbille, qui n'est pas en opposition avec la nation. C'est très différent. Donc l'Église catholique aujourd'hui, elle est véritablement la victime d'elle-même d'une compréhension cosmopolitiquement correcte de son propre message universaliste. Alors moi j'étais frappé parce que j'étais en Catalogne tout l'été. Bon, j'écrivais mon livre, alors j'étais pas trop tout le temps dans la rue, mais j'ai quand même été inspecter les lieux. Après l'attentat, j'ai été voir aussi les commémorations. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la victoire psychologique des islamistes, à quel point cette victoire est énorme. Je m'explique. L'islamisme terroriste, ou le terrorisme en général d'ailleurs, pas que islamiste, n'a jamais comme but unique de tuer pour tuer. Le but d'un terroriste n'est jamais de tuer quelqu'un parce qu'il le déteste. Un terroriste peut très bien être votre voisin, il vous aime beaucoup, mais malheureusement, c'est vous qu'il doit buter le lendemain. Un terroriste, ça c'est une première chose qu'il faut retenir, il ne tue pas quelqu'un parce qu'il le déteste, sinon il irait tuer directement les responsables, il ne tuerait pas des innocents dans la rue. Le terroriste n'attire l'attention, il ne tue que pour attirer l'attention des médias, braquer les projecteurs sur lui, afin d'avoir une publicité gratuite pour son motif, pour son idéologie. Le terroriste islamiste, contrairement encore à d'autres terroristes, palestiniens ou irlandais, qui avaient un but national précis, le terroriste islamiste, son but, c'est de faire connaître l'idéologie de la charia et du califat, de faire parler de l'islam en bien ou en mal, au seul but que l'on vende plus de Coran, qu'on achète plus de traités islamiques, et que donc, vous savez, c'est le phénomène du cerveau humain, il est très manipulable. Plus on parle d'une chose, plus cette chose progresse, même si on en parle en mal. Le fameux marketing négatif. Et moi, j'ai été frappé. C'est une victoire totale de ce point de vue. Je dis bien du point de vue de faire parler de soi. J'ai été à tous les lieux que la mairie, d'ailleurs d'extrême gauche, a mis en place à Barcelone. Vous savez que c'est une mairie d'extrême gauche, dont l'adjoint au maire était l'avocat de l'imam qui a fanatisé le cerveau des attentats de Ripoll. C'était un type qui était impliqué dans les attentats de Madrid en 2004. Il a été mis sur écoute pendant 12 ans, signalé aux forces de police, incarcéré. C'est l'adjoint au maire de Barcelone qui l'a fait libérer. De son propre chef, sans qu'on lui demande, c'est lui qui voulait aller libérer des islamistes. Il faut savoir que l'imam de Ripoll, qui a formé tous ces jeunes, il a été en place plusieurs années alors qu'il avait été condamné pour braquage, pour trafic de drogue, il avait été emprisonné, il était connu pour être en lien avec ce premier imam dont je vous ai parlé de Madrid, quand même ça fait gros, eh bien il a quand même été investi imam de la plus grande mosquée de Ripoll, un endroit dans la montagne à 50 km à peu près une heure de route de Barcelone. Il a pu faire ce qu'il voulait, et on sait aujourd'hui qu'il y a eu une complicité objective des forces d'extrême gauche séparatistes catalanes
qui, dans une optique anti-espagnole, anti-catholique, vous savez que les milieux séparatistes catalans sont très, très, très anti-catholiques. Ils viennent grosso modo de l'extrême gauche de la CNT qui, pendant la guerre d'Espagne, violait les bonnes sœurs, massacrait les prêtres et détruisait les couvents. Il y a une tradition anticléricale très violente en Catalogne. Je ne dis pas que c'est tous les Catalans, mais l'extrême gauche catalane est peut-être, à mon avis, après les soviets, la réalité la plus anti-chrétienne qui existe au sein de la mouvance d'extrême gauche. D'une violence inouïe pendant la guerre d'Espagne, même Orwell en avait témoigné, lui qui était pourtant du côté républicain, il avait été frappé par cette intolérance et cette violence. Aujourd'hui, ce sont les héritiers de cette gauche anti-catholique, anti-chrétienne, qui sont à la tête de la mairie de Barcelone. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, par haine du christianisme, il y a une sorte de laxisme vis-à-vis de l'islamisme radical. Ça, c'est les leçons que je tire. Et les lieux de commémoration dont je vous ai parlé, officiels, où la mairie a mis des pancartes, des bougies, ce qui m'a frappé, il n'y avait aucune croix chrétienne, aucune photo des victimes, des fillettes et des parents des fillettes. Par contre, c'était rempli de pancartes, mais très très bien écrites, larges. Parfois, c'était les mêmes sur plusieurs lieux de commémoration. Sur toutes, c'était plusieurs lieux avec des bougies. Il y a plusieurs points. On retrouvait les mêmes pancartes. L'islam est pacifique, ma religion est magnifique, le Pakistan est un pays solidaire de je sais pas quoi, alors que le Pakistan est un des pays les plus monstrueux du monde qui finance les talibans et qui a aidé Al-Qaïda et Ben Laden jusqu'à la fin de sa vie. Mais des pancartes, moi j'ai été littéralement sidéré par le degré d'islamophilie, d'islamisophilie même, de tout le projet commémoratif. Et tout cela a été organisé par la mairie qui gère ces lieux. Il y a plein de bougies, il y a plein de gens autour qui sont émus. Alors il y a beaucoup de mots sympathiques, hein, vive la paix, halte à la haine. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'autour des gentilles expressions, là on peut souscrire, halte à la haine, sympathique, mais plein de pancartes pro-islamiques qui disent non pas que l'islam modéré doit être représenté, ça je pourrais comprendre, hein, nous les musulmans modérés contre les fanatiques, j'aurais trouvé ça tout à fait juste et même moralement noble. Non, c'était l'islam n'a rien à se reprocher. Le vrai islam, c'est pas ça, et ça passera pas par moi, pas en mon nom, les mêmes slogans qu'à Londres, mais multiplié par 1000. Je n'ai jamais vu une telle propagande pro-islamique, pro-islam, après un attentat qui pourtant a été commis au nom de l'islam. Donc imaginez si des chrétiens faisaient des attentats, est-ce qu'il y aurait la même réaction? Plus des gens tuent au nom du christianisme, plus on fait de la pub pour le christianisme. Bien évidemment, ce ne serait pas comme ça. Ça marche dans ce sens-là parce que tout le but du cosmopolitiquement correct qui nous entoure, qui nous encadre et qui terrorise psychologiquement nos préfets, nos hommes politiques, consiste justement à considérer qu'il n'y a rien de pire que le retour à l'État-nation et au nationalisme. Donc, à chaque fois qu'il y a un attentat, le système politiquement correct redouble d'efforts pour justement faire oublier qu'on a affaire à une dimension une guerre civilisationnelle. Car c'est une guerre civilisationnelle. Aujourd'hui, l'islamisme radical terroriste n'est que la face immergée de l'iceberg. Ce que je dis dans mon livre, Les vrais ennemis de l'Occident, en fait, c'est un phénomène salafiste, et bien, pas que salafiste, frères musulmans, mais c'est aussi le Pakistan, c'est aussi la Turquie d'Erdogan, qui n'est pas un frère musulman, il vient du mouvement Millî-Görüş. Il y a plusieurs organisations dans les pays musulmans qui ont un esprit de revanche et qui veulent conquérir l'Occident. Erdogan, qui fait partie des plus modérés, puisqu'il était au pouvoir, élu démocratiquement, béni par l'Occident, candidat à l'Union européenne, Erdogan lui-même a dit que le continent européen était en voie de putréfaction et qu'il invitait les musulmans d'Europe à faire plus d'enfants, avoir plus d'argent et à être plus menaçant pour qu'un jour l'Européen ne puisse plus sortir de sa maison chez lui. C'est la menace d'un homme politique qui était candidat, qui a voulu que son pays soit candidat à l'Union européenne. Donc quand on nous dit que le seul ennemi c'est Daesh ou Al-Qaïda, c'est faux. Il y a un ennemi civilisationnel, c'est pas tous les musulmans, mais c'est une partie du monde musulman radicalisée, une partie grandissante, qui a aussi des États qui ont pignon sur rue, qui ont des réseaux d'ambassades, des États alliés de l'Occident, qui nous font cette guerre asymétrique, c'est-à-dire ils font la guerre à leurs propres alliés économiques. Ce sont des alliés économiques, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais des ennemis civilisationnels. Daesh n'est qu'un épiphénomène. Daesh va être détruit dans quelque temps grâce à la conjonction des forces américaines, kurdes, iraniennes et russes. Il va être détruit, réapparaîtra quelque chose de pire, ou Al-Qaïda, qui d'ailleurs déjà revient. Donc voilà, mon enseignement des attentats de Barcelone, c'est que les Espagnols, pour la deuxième fois, ont cédé au piège tendu par les islamistes. La première fois, c'était pour faire tomber la droite, pour faire venir la gauche au pouvoir. Entre deux tours, ils sont passés de 60 à 40% en faveur de la droite. C'est extraordinaire. En quelques heures, l'Espagne, en 2004, a littéralement eu peur d'Al-Qaïda et a cédé à la demande d'Al-Qaïda de changer
de candidats de voter pour un candidat qui était contre la guerre en Irak, parce que les Espagnols, dès que l'attentat a eu lieu, ont accusé Aznar et la droite espagnole d'être les vrais responsables de l'attentat. Et là, ça s'est reproduit. Récemment, l'une des leaders du mouvement CUP, qui est un mouvement indépendantiste qui est au pouvoir dans la région, la Generalitat de Catalunya, donc c'est le nom de la région de Catalogne, cette leader a semé la discorde et elle a provoqué un scandale énorme. Le lendemain de l'attentat, elle a accusé Juan Carlos et l'État espagnol de Madrid d'être le véritable responsable des victimes des attentats de Barcelone, que ce n'était pas l'islamisme, que c'était un fascisme qui était à l'origine, c'était le fascisme terroriste qui était à l'origine des attentats, avec la complicité de l'État espagnol. Rien alors, on n'hésite pas à invoquer le roi à l'Espagne catholique, mais par contre, on prend des précautions pour ne jamais prononcer le mot islam, même pas islamisme. Donc moi, je pense que les professionnels de la communication de Daesh ont dû se frotter les mains, c'est fantastique. Plus on frappe l'Espagne, on l'a fait en 15 ans d'intervalle, à chaque fois qu'on les frappe, ils se couchent. Et on n'a jamais vu autant de propagande pour l'Andalousie islamique. La mode, vous savez, de l'Andalousie merveilleuse, dominée par les Arabes, elle n'a jamais été aussi poussée. Dans les universités, les radios, les télévisions, on parle de la merveilleuse Andalousie. Et là aussi, c'est tombé dans le piège d'Al-Qaïda et de Daesh. J'ai vu la vidéo de revendication de Daesh après les attentats. Qu'est-ce qu'ils disent justement? La vraie raison pour laquelle nous vous frappons, c'est pas que l'Irak, parce les Espagnols sont encore en Irak, à travers quelques centaines de personnes, mais ils y sont encore. La vraie raison, c'est que vous nous avez chassés d'Espagne en 1492. Or, l'Espagne, c'était El Andalus, c'était pas que l'Andalousie, toute l'Espagne s'appelait El Andalus. Elle était sous domination du califat, elle doit redevenir musulmane. Et donc quand les Espagnols de gauche ou d'extrême gauche à la mode anticatholique font l'apologie permanente, parce qu'il faut que vous y alliez pour vous rendre compte, c'est un mouvement de fond, même les profs d'université aujourd'hui enseignent à leurs jeunes élèves que l'Espagne était plus heureuse sous la domination arabo-islamique que sous les rois catholiques qui étaient d'affreux, c'était les initiateurs du racisme et du colonialisme. On enseigne aujourd'hui en Espagne la vision qui est celle de Daesh, une nostalgie du califat lorsque l'Europe du Sud était en permanence victime des razzias ou partiellement occupée par l'État islamique. Donc moi, si j'étais un militant d'Al-Qaïda ou de Daesh, je dirais c'est fantastique, nous avons réussi notre coup. Notre guerre psychologique fonctionne. Elle fonctionne très très bien, parce que cette islamistophilie, quand nous frappons, elle redouble. Non seulement elle n'est pas freinée, mais elle est encore plus utilisée et affirmée dans des propagandes d'État, parce que ce sont des gens qui dirigent nos États maintenant, qui y croient. Vous savez que toute l'idéologie, je conclurai là-dessus, de l'Union européenne en matière de voisinage avec les pays musulmans est fondée sur le mythe du califat de Cordoue. La merveille de l'islam-Espagne, de la civilisation arabo-islamique qui dominait l'Espagne, cette merveille devrait être la pierre angulaire, le fil rouge de nos relations, l'indicateur de nos relations avec le monde musulman. Donc en fait, alors que le monde musulman nous en veut de l'avoir colonisé, ce qui est tout à fait légitime, et moi je le comprends, par contre, nous envoyons un message au monde musulman qui est masochiste. Nous, on ne vous en veut pas de nous avoir colonisés bien avant que nous vous colonisions. Au contraire, nous en sommes nostalgiques. Extraordinaire. Si vous mettez à la place d'un militant islamiste, c'est extraordinaire. Ça veut dire c'est un aveu d'autodilution, d'autodestruction. Alors, comme vous le savez, il y a eu une polémique énorme entre le Qatar, d'une part, et ses alliés turcs et iraniens, et de l'autre part, l'Arabie saoudite et surtout les Émirats arabes unis, qui c'est en fait eux qui ont motivé l'Arabie saoudite à faire cette guerre contre le Qatar, parce que les Émirats sont en guerre contre les frères musulmans, et bien entendu l'Égypte de M. El-Sisi. Donc l'Égypte de M. El-Sisi, les Émirats arabes unis, et pour des raisons moins nobles, l'Arabie saoudite ont décidé de livrer une guerre totale aux frères musulmans. Dans ce sens, il y a eu des attaques de l'Arabie saoudite contre le Qatar. Mais pourquoi je dis cela? Dans le cadre de cette rivalité Qatar-Arabie saoudite, qui est liée aux frères musulmans, l'Arabie saoudite a quand même donné un certain nombre d'éléments et de preuves que nous savions, moi-même j'en ai parlé dans mon livre, comme quoi le Qatar finance au moins 3 ou 4 organisations terroristes bien connues. Le Hamas israélien, palestiniens, qui luttent contre, pas uniquement Israël, mais tous les juifs, et qui prônent les attentats suicides. Les Somaliens des Shebab. Les Shebab somaliens ont une antenne au Qatar et sont ouvertement financés par des émirs qataris ou des riches qataris. Et bien entendu, les talibans qui ont toujours eu un bureau au Qatar et qui sont très liés au Qatar et qui ont reçu des financements directs ou indirects. Pas de l'État,
mais de personnalités qui ont pignon sur rue, qui lèvent des fonds en public au Qatar. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait connu. Ne parlons pas uniquement du petit chaton, parce qu'en fait, quand l'Arabie saoudite critique le Qatar, c'est le tigre qui accuse le petit chaton d'avoir des griffes. En fait, il faut voir aussi d'où vient l'attaque. En fait, l'Arabie saoudite, c'est le Qatar fois 1000, c'est le Qatar fois 1000. Madame Jeannette Bougrab l'a dit dans son dernier livre, et moi je l'avais dit également dans le mien un peu avant, elle parle de 100 milliards de dollars. Moi j'ai trouvé comme preuve au moins 80 milliards de dollars, ce qui est pas mal. Elle dit que l'Arabie saoudite a dépensé à peu près 12 fois plus d'argent pour la propagande salafiste terroriste que l'Union soviétique n'en aurait dépensé dans le même temps pour la propagation du communisme. Alors imaginez ce que c'était déjà la propagande communiste, avec tous les partis financés dans le monde. Eh bien, l'Arabie saoudite, c'est entre 8 et 12 fois plus dans le même temps. C'est gigantesque. On n'a jamais vu un État totalitaire disposer d'autant de moyens pour financer pas uniquement le terrorisme, mais aussi ce que j'appelle l'attaque subversive, qui est pire que le terrorisme. L'attaque subversive, c'est quand l'Arabie saoudite inaugure la plus grande mosquée d'Europe à Rome, au nom de la tolérance envers les chrétiens. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Et ça, c'est ce que fait très bien l'Arabie saoudite. Donc elle amadoue et elle finance en fait des phénomènes extrêmement subversifs qui ont pour but de distiller chez nous une idéologie qui prône la destruction de l'Europe. Voilà, l'Arabie saoudite, on pourra en parler des heures. Elle a financé pratiquement toutes les mouvances islamistes radicales, y compris les talibans, qu'elle a d'ailleurs même formé. Les talibans, c'est une secte indienne au départ, mais qui a été influencée par le wahhabisme saoudien. Bien entendu, l'Arabie saoudite a financé et aidé Al-Qaïda. C'est le prince Turki, l'ancien des services de renseignement saoudien, qui a lui-même choisi Ben Laden pour le mettre en place en Afghanistan contre les Russes. On sait que depuis la guerre d'Afghanistan, les années 80, l'Arabie saoudite a financé la plupart des grands mouvements islamo-terroristes, mais même quand elle ne les finance pas, elle finance en tout cas l'idéologie de la haine. Dans les manuels scolaires saoudiens que j'ai décortiqués pour mon dernier livre et pour le prochain, j'ai été frappé par l'enseignement en Arabie saoudite, qui est le même qu'au Pakistan. Il faut haïr les chrétiens, ils sont des singes et des porcs, les juifs sont des maléfiques, il faut les tuer, le djihad est valable contre les mécréants, contre ceux qui se moquent de l'islam. Enfin, je dirais qu'un manuel scolaire d'un enfant saoudien ou pakistanais est un appel à la haine et à la tuerie. D'ailleurs, à telle enseigne, un jour un policier palestinien me disait, quand on veut déradicaliser nos propres citoyens saoudiens quand ils sont jeunes, qui sortent de prison, on veut les déradicaliser, on ne peut pas leur dire que c'est pas bien de tuer un infidèle. On leur dit, vous vous êtes trompés d'endroit. Il aurait fallu faire votre djihad contre les Israéliens, ou en Afghanistan à l'époque, ou en Irak contre les chiites. Mais il ne faut pas le faire contre nous. Parce qu'ils ne peuvent pas leur dire qu'il n'est pas bien tout court de tuer. Ce n'est pas possible pour un wahhabite de dire qu'il n'est pas bon de tuer, parce qu'il est bon de tuer dans le wahhabisme. Il est bon de tuer pour plein de raisons d'ailleurs. Donc voilà, on a ce genre d'alliés. Alors, comme je dis souvent dans mes conférences, avec ce genre d'alliés, pas besoin d'ennemis. Nous avons comme alliés des gens qui financent le terrorisme, et pas uniquement le terrorisme psychologique de l'islamisme radical, que j'ai appelé le totalitarisme islamiste. Et de même que le nazisme, c'était une réalité totalitaire, mais ce n'était pas que les chars et les chambres à gaz d'Hitler. Une idéologie totalitaire, elle n'est pas qualifiée que par son action violente, physique, elle est aussi caractérisée par un enseignement. C'est pour ça que, de même qu'il est stupide de dire que le nazisme dangereux, ce serait que le nazisme en action, mais pas la propagande nazie, il est aussi stupide de dire le seul islamisme condamnable, c'est le terrorisme, mais ceux qui sont, comme l'imam de Brest, dans leur mosquée, à prêcher des choses bizarres, mais pas de violence directe, ceux-là, finalement, ce que dit Planel, il faut les laisser agir et prêcher le burkini ou la malédiction de ceux qui écoutent la musique. Non, le totalitarisme est à la fois idéologique et en action. Et c'est comme l'enseignement de la haine. Quand vous apprenez à haïr, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, la personne qui apprend à haïr ait envie d'appliquer sa haine de manière concrète. C'est pour ça que, de même qu'on a interdit le révisionnisme et les idées fascistes ou nazies en France, c'est très bien, on devrait, à mon avis, interdire aussi toute idée violente du même type, même de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du marxisme léniniste ou du communisme, mais aussi du côté de l'islamisme. Or, ce qui est bizarre, des trois totalitarismes, rouges, bruns et verts, aujourd'hui, le seul qui est condamné, et c'est très bien, dans sa racine idéologique, c'est le fascisme et le nazisme. Aujourd'hui, les deux autres, le communisme et l'islamisme, ne sont condamnés que lorsqu'ils vont jusqu'au bout le plus barbare de leur logique. Mais tant qu'ils ne sont pas en action, leur idéologie est sponsorisée, elle est acceptée, elle est même parrainée par les chantres des sociétés ouvertes, notamment
Soros lui-même, il est bizarre, il finance les Femen, mais il finance aussi le CCIF, donc c'est un collectif des frères musulmans qui lutte contre l'islamophobie et qui est directement lié aux frères musulmans. Voilà. Donc on voit la contradiction aussi de nos idéologues cosmopolitiquement corrects. Oui, parce que certains imams ou militants proches du CCIF ont eu des propos très douteux pendant l'affaire de Charlie Hebdo. Et là, la gauche, elle pardonne pas trop ça. Enfin, en tout cas, la gauche très anticléricale, ça ne peut pas aller non plus jusqu'à défendre Charlie Hebdo étant dans le bon camp immigrationniste et à la mode et antichrétien. Charlie Hebdo a été vraiment une frontière. Ceux qui ont été hostiles à la commémoration des événements horribles des attentats de Charlie Hebdo, ceux-là ont été pointés du doigt. L'affaire de Méclate aussi a éclaté un peu dans la même logique. La gauche est un peu divisée quand même. C'est vrai qu'une partie de la gauche, relativement cohérente, à la Caroline Fourest ou à Charlie Hebdo, ne tolère pas trop l'obscurantisme islamiste. Donc cette gauche-là, effectivement, a commencé à critiquer le CCIF à cause de l'affaire Charlie Hebdo et à cause aussi de propos suprémacistes qui ont beaucoup étonné, parce que quelqu'un qui est vraiment de gauche sincère, il a quand même du mal à écouter un discours suprémaciste, notamment de Marwan, le directeur le président de CCIF, qui a eu des propos suprémacistes qui disaient, en grosso modo, on ne va pas me reprocher de désirer qu'un jour la France soit totalement islamisée et conquise par nos frères et nos sœurs. Et il n'est pas véritablement revenu sur ces propos. Il a enlevé un petit peu sur Internet le passage, mais il a dit, il n'a pas pu nier. Et il a même dit parfois qu'il était fier dans des conférences d'avoir dit cela. Donc le CCIF a révélé sa vraie face. On sait qu'il est très lié aux frères musulmans. C'est une structure c'est structurellement les frères musulmans, ou plutôt idéologiquement, mais pas forcément avoué structurellement. C'est les frères musulmans qui animent cette organisation, à la différence de la mosquée de Paris, qui également lutte contre l'islamophobie. Mais il y a une grande différence. La structure de la mosquée de Paris, qui lutte contre l'islamophobie, ne s'appuie que sur des sources policières dans le cadre du CFCM et en collaboration avec les forces de l'ordre. Il y a un relatif sérieux à la mosquée de Paris. Par contre, le CCIF considère comme islamophobe même un propos, par exemple dans notre émission, le CCIF aurait vu au moins une dizaine d'attaques islamophobes. Voilà, le CCIF considère pratiquement tout ce que l'on peut dire qui ne soit pas apologétique vis-à-vis de l'islam, c'est déjà l'islamophobie. Donc je ne suis pas contre toutes ces organisations. Celle de la mosquée de Paris fait un travail relativement sérieux à partir de sources assez fiables, notamment des forces de l'ordre. Ils ne sont pas en tout cas contre l'État. Le CCIF accuse même l'État d'être islamophobe. Le CCIF, sa grande démonstration, c'est que la plus grande source d'islamophobie aujourd'hui n'est plus l'extrême droite, mais l'État laïcard et la République lorsqu'elle impose des valeurs laïques. Et d'ailleurs, les commémorations de Charlie Hebdo ont littéralement fait souffrir les militants du CCIF. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui a créé une division au sein de la gauche, parce que la gauche est quand même scindée en plusieurs mouvements. Hein. La gauche n'est pas une, heureusement. Il n'y a pas qu'une gauche ou une extrême gauche pro-islamique. Il y a aussi une gauche cohérente autour de Charlie Hebdo, qui est antichrétienne, qui est immigrationniste, mais qui pense que toutes les religions doivent être contrôlées, y compris l'islam, et que l'idéologie de la charia doit être combattue. Alors, de ce point de vue, moi, ce que j'ai constaté, il faut être honnête, c'est plutôt mon propre camp, notamment donc l'ancienne UMP, maintenant je ne fais plus de politique, mais mon ancien parti, l'UMP, on a eu plus de soupçons vis-à-vis du parti majoritaire de droite, par exemple, que du PS. En tout cas, on n'est pas capable de dire qu'à gauche, plus de gens ont été payés par le Qatar ou l'Arabie Saoudite. On a même tendance à penser que plus de gens de droite ont été payés par le Qatar et l'Arabie Saoudite que des gens de gauche. Donc là, on ne peut pas véritablement faire ce procès à la gauche. Je pense que si la gauche et l'extrême gauche, une partie en tout cas, parce qu'il faut être honnête, pas toute, si une partie de la gauche et de l'extrême gauche est islamophile, voire même pro-islamiste, c'est beaucoup plus pour des raisons de sincérité intellectuelle, de cohérence idéologique, anti-révolutionnaire, enfin cohérence, ça peut se discuter, mais c'est plus d'un point de vue pro-révolutionnaire, anti-occidental, dans une logique de révolution, de déstabilisation, que parce qu'il y aurait eu des financements, à mon avis. Mon impression, c'est que quand la droite est pro-islamiste, elle est corrompue.
Elle est financée, et en Italie, alors c'était flagrant, Andreotti, qui allait à la messe tous les jours, qui représentait la droite démocrate chrétienne, a été l'homme avec, certes, M. Craxi, qui lui était à gauche, mais enfin c'était une gauche très spéciale, une gauche capitaliste, pro-américaine, mais bon, en Italie, Andreotti, démocrate chrétien de droite, et Craxi, parti socialiste, ancien parrain de Berlusconi, les deux ont été extrêmement impliqués dans la défense des terroristes palestiniens, de l'OMP, de l'Arabie saoudite, du Koweït, et la grande mosquée de Rome, du quartier de Monte Antene, près de Parioli, a été financée d'ailleurs avec des fonds des pays du Golfe, avec l'enthousiasme de ses dirigeants. Donc voilà, je dirais que c'est assez réparti équitablement entre le centre-gauche et le centre-droit. Par contre, l'extrême-gauche, à ma connaissance, n'est pas vraiment payée par des pays en fait qu'ils détestent. Hein. Il faut avouer qu'ils sont corrects, ils sont cohérents. L'extrême gauche est pro-islamiste pour déstabiliser l'Europe, mais en général, elle n'aime pas l'Arabie Saoudite. Regardez les propos de M. Dviplenel, qui supporte pas de critiquer l'islamisme. Par contre, il s'en prend violemment à l'Arabie Saoudite. Vous me direz, son livre a été traduit au Qatar et bien sponsorisé dans sa diffusion par l'émirat du Qatar, qui a traduit en arabe son livre. Donc, vous me direz, peut-être que je dirais que l'extrême gauche, elle préférera le Qatar à l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est vraiment le capitalisme pro-américain, tandis que le Qatar, c'est un capitalisme, mais proche des frères musulmans, plus proche de l'Iran. Et vous savez que les frères musulmans et l'Iran, c'est l'islam révolutionnaire, à la différence de l'Arabie Saoudite, qui est un islam à la fois capitaliste et très conservateur. Je dirais que l'extrême gauche, elle peut être liée parfois, y compris financièrement, au camp qataro-iranien frères musulmans, qui est plus révolutionnaire. Les frères musulmans eux-mêmes ont eu des idéologues qui venaient de l'extrême gauche, notamment Saïd Qutb, le fameux, le grand penseur, le premier penseur du djihadisme moderne. Il avait été fasciné par le léninisme jeune, et en revenant d'Amérique, il est redevenu musulman, mais il avait été léniniste. Donc il y a une grande accointance depuis des années entre l'extrême gauche d'une part et l'Iran et les frères musulmans de l'autre. L'Iran et les frères musulmans, bien que les frères musulmans soient sunnites et l'Iran chiite, partagent un esprit révolutionnaire et une forte influence d'extrême gauche. De nombreux penseurs d'extrême gauche ont influencé Khomeini, mais également Saïd Qutb, qui a été pendu par Nasser, qui était l'un des idéologues des frères musulmans. Voilà, donc je dirais que ça s'explique comme ça. Par contre, l'extrême gauche va moins aimer l'Arabie saoudite ou le Qatar, ou le Koweït, ou les Émirats arabes unis.